les mesures de protection de l'enfance en temps de guerre froide se sont substituées à celles de la protection en cas de guerre totale et ont été appliquées respectivement de part et d'autre de la ligne de démarcation, d'abord de manière officieuse jusque dans les années 90, et à partir de la chute du mur de Berlin en 1989 et de la désintégration du bloc soviétique, les adoptions internationales d'enfants coréens, désormais mises à jour, commencent à diminuer. Le fait que le gouvernement sud-coréen promeut l'adoption internationale depuis cette période montre que la Corée du Sud veut désormais compter parmi les pays dits développés, c'est-à-dire des pays qui ne pourvoient pas d'enfants à l'adoption internationale. À ce titre, elle souhaite se défaire de l'image d'un pays incapable de gérer seul ses affaires intérieures. En 1993, la Convention de La Haye ne dévoile pas seulement une instrumentalisation politique du droit de l'enfant, mais aussi une profonde dérive des États qui, en temps de guerre froide, ont fait fi de l'intérêt supérieur des enfants. Ce manquement a fragilisé tous les écosystèmes de la protection de l'enfance internationale, créant de multiples failles où ont pu s'immiscer toutes sortes d'associations criminelles autour de l'enfance, aujourd'hui difficiles à démanteler. C'est pourquoi je propose de nous pencher à présent sur le mécanisme de l'adoption internationale pour mieux comprendre comment sont nés ces dysfonctionnements. Pour cela, il faut se reporter aux archives télévisuelles à l'époque des guerres asiatiques. La guerre de Corée 1950-1953 et la guerre du Vietnam 1968-1975, pour voir ainsi les processus de communication qui ont boosté en quelque sorte l'adoption internationale à une plus grande échelle. Des vidéos d'orphelins de guerre ont commencé à être diffusées sur les écrans français à partir des années 70. On y voit notamment des hordes d'enfants décharnés, estropiés, errants et mendiant dans la rue, de la nourriture auprès des GI. Dans un documentaire datant de 1974, l'extrême vulnérabilité des enfants en temps de guerre est filmée via le métissage, notamment d'enfants abandonnés par des GI. La guerre du Vietnam survient après une longue période de troubles qui a débuté après la Seconde Guerre mondiale, puisque en 1946, rappelons que la guerre d'indépendance indo-chinoise, qui a duré de 1946 à 1954, éclate, obligeant la France à engager son armée pour lutter contre les rebelles indépendantistes. À l'issue de cette première guerre vietnamienne qui a généré un important flux d'orphelins métissés, ayant pour père des soldats français, le pays déclare son indépendance. Mais tout comme la Corée, il restera divisé en deux territoires. Au nord, la République démocratique du Vietnam, dirigée par les communistes du Viet Minh, et au sud, la République du Vietnam, soutenue par les forces alliées américaines. Les images télévisées d'orphelins coréens et vietnamiens de guerre inondent les écrans occidentaux dès les années 1960. Dans les deux cas de figure, la télévision française promeut d'abord les adoptions internationales d'enfants asiatiques métissés, car ils sont victimes de discrimination raciale dans leur pays d'origine. Ces enfants orphelins de pères étrangers s'entassent dans les orphelinats, attendant qu'une famille occidentale touchés par leur misère, se prennent de compassion. Dans les deux cas, il s'agit de la même phase de démarrage de l'adoption internationale. Les enfants métis font en quelque sorte la transition entre un pays totalement étranger, où règne la misère et la guerre, et un public qui se sent proche de ces enfants métis, parce que le père est visiblement un patriote français ou bien un Américain. Je cite Monsieur Maignan, qui sert aussi d'interprète. Tous ces enfants sont des petits métis. Combien sont-ils, comme ça? L'interprète reformule la question en anglais pour Madame Beck.
50,000. Docteur Maignan, 50 000 enfants métis. Madame Beck, parlant en français. Mais dans 10 hommes américains, une est un père. Docteur Maignan, reformulant les propos de la romancière. Sur 10 Américains qui viennent en Corée comme soldats ou comme civils. Madame Beck, comme soldats. Docteur Maignan, comme soldat, 1 sur 10 a un enfant. Pearl Beck, oui, les Coréennes ont espoir toujours pour mariage. Il n'y a pas de mariage. Docteur Maignan, mais des fois il y a le mariage. Mais malgré le mariage, le père, c'est-à-dire les soldats américains, abandonne sa femme et son enfant. Pearl Beck, ah, toujours. Voix du commentateur. Des mères qui portent leur enfant sur leur dos, on en voit dans toute l'Asie. Mais celles-ci nous intéressent particulièrement parce qu'elles vivent dans ce qu'on appelle le village américain. Un village qui s'est créé juste à côté du camp américain d'Incheon. C'est ainsi que dans chaque camp américain, ou presque, il y a un village annexe où pendant quelques-uns de ces 13 mois de leur séjour, les GI vivent avec une Coréenne. Beaucoup d'entre eux sont des Noirs, des Portoricains, et ils s'accoutument fort bien à la vie coréenne. Madame O'Brien a eu 3 enfants de pères américains. Maria, Samuel et le dernier s'appelle Shin O'Brien du nom de son père. La mère de O'Brien, traduction française, c'est en 1954 que j'ai rencontré mon mari à la base américaine. Nous avons eu le garçon et puis il est revenu en Corée, nous avons eu la fille. Il est venu 5 fois au total. J'ai voulu plusieurs fois l'épouser mais je ne sais pas bien comment. Ça ne s'est jamais arrangé. Fin de citation. Un jeune soldat américain parlant français. En Amérique, un jeune va avec une jolie fille et peut-être qu'il l'aime, peut-être que non. Mais si par chance elle attend un enfant, son père demandera au jeune homme de l'épouser. Et tous les amis de la famille le pousseront aussi au mariage. Mais en Corée, ces jolies filles n'ont pas de père, et peut-être qu'elles n'ont pas non plus de mère. Le jeune homme ne comprend pas, parce qu'il vient d'une civilisation où les enfants appartiennent aux mères. Les soldats américains ne peuvent comprendre ici que la situation est toute différente et que les enfants appartiennent au père, que cet enfant qu'il a conçu est de sa responsabilité. Fin de citation. Ce type de reportage ne montre pas seulement la misère des enfants, mais aussi une autre filiation que celle asiatique. Les témoignages des mères coréennes qui déclarent ouvertement renoncer à leurs enfants métis pour leur bien est ce qui va, selon nous, déclencher l'engouement des pays occidentaux pour l'adoption internationale, voyant dans ce processus la réparation d'une injustice faite aux enfants métis victimes de la guerre. Je cite le journaliste. Mais si vous les laissez partir, vous ne pourrez plus les revoir. La mère O'Brien. Non, je sais que je ne pourrai pas les revoir. Le journaliste. Et malgré cela, vous souhaitez qu'ils soient adoptés? La mère O'Brien. Oui, parce que je n'ai pas d'autre moyen de les rendre heureux. Fin de citation. Les enfants coréens et vietnamiens des années 1950, montrés à la fin des années 1960 et tout au long des années 1970, à la télévision française, américaine, sont tout aussi perçus comme des enfants victimes de l'abandon d'une mère asiatique que d'un père étranger. En 1977 et 1978, des reportages français montrent des séquences de l'adoption internationale remplies d'émotions où les enfants orphelins étrangers débarquent à l'aéroport d'Orly, comme c'est le cas de Cédric. Je cite Orly, 6 heures du matin. Une dizaine de familles attendent l'arrivée de Séoul, en Corée. Dans cet avion, il y a un enfant coréen pour chaque couple. Certains enfants pleurent une fois à l'arrivée. Monsieur et Madame Petitgars ont depuis quelques minutes un 3e enfant, Cédric, qui vient de Corée. Lassés d'attendre la réponse d'une aide sociale, ils se sont adressés à une œuvre privée qui fait venir les enfants du tiers-monde. Une fois les formalités accomplies, Cédric sera français. Cédric, quelques années après son arrivée en France, fait partie maintenant de la famille Petitgars. Fin de citation.
L'histoire de l'adoption internationale d'enfants coréens est en réalité très décalée par rapport à celle des enfants vietnamiens. Car dans les années 1970, au moment où la guerre fait rage au Vietnam, les Sud-Coréens sont sortis de la guerre depuis longtemps et travaillent d'arrache-pied pour le développement du pays. Dans ce contexte de développement économique effréné, la Corée du Sud va connaître une série de dictatures qui s'étendront sur une trentaine d'années, de la fin de la guerre de Corée 1953 jusqu'au milieu des années 1980. Dans un souci d'efficacité, les différents régimes militaires sud-coréens vont prôner le malthusianisme avec notamment la limitation des naissances, ce qui aura directement un impact sur la courbe démographique de l'adoption internationale d'enfants coréens.